je ne vais pas vous présenter le conteneur, hein, mais je vais vous présenter je vais faire une petite présentation générale très rapide du site. Le site de la Monédière, comme vous le savez quasiment tous, c'est un site qui est connu, c'est pas nous qui l'avons découvert ces dernières années, hein, il est connu depuis longue date, depuis le début XXe siècle. Il a été mis au jour lors de la mise en culture des parcelles. Donc la charrue est passée sur les parcelles et en labourant, ça fait remonter les vestiges. Donc ça a tout de suite alerté les érudits locaux. Et rapidement, il y a eu une série, pendant toute la durée du XXe siècle, une série de sondages, de fouilles, on va dire, qui ont été réalisées et qui ont permis de mieux cerner, de mieux connaître ce site. Donc on est entre la fondation vers 600 et un abandon qui se fait vers 420, 400. Voilà. On arrive à peu près à le dater assez précisément autour de 420 avant Jésus-Christ. Donc quasiment 200 ans d'occupation qui se déroule sans hiatus, donc une occupation en continu pendant toute cette durée-là. Ce site, on l'a un peu mieux appréhendé depuis une dizaine d'années par le biais de fouilles préventives qu'on a menées donc, sur la partie qui est construite maintenant, qui est juste ici. Voilà, donc c'est une fouille qui a impacté une surface d'1 hectare, donc qui est assez conséquent, en sachant que la superficie estimée du site jusqu'à ces dernières années était de 4 hectares. En général, on est plutôt sur une moyenne de 1 à 2 hectares, donc ça vous donne un ordre d'idée. Donc ces fouilles 2014, préventives, ce qu'on appelle du préventif, hein, donc c'est en amont des travaux d'aménagement, donc en l'occurrence l'aménagement de ces lotissements. Et à la suite de ça, on s'est dit non mais ce site est beaucoup mieux conservé que ce qu'on pouvait estimer jusqu'à présent. Et puis évidemment, quand on fouille, on a des résultats, mais on a aussi plein de questions nouvelles qui émergent. Et donc à partir de ces questions nouvelles et du constat que le site était extrêmement bien conservé, on s'est dit il faut qu'on lance un programme de recherche absolument sur ce site-là, mais un programme de recherche où on va revenir plus posément avec des problématiques et on va revenir chaque année pour faire pour étudier plus en profondeur et de manière plus fine ce site qui le mérite. Et donc ce programme on l'a lancé dès 2016 par le biais de prospection géophysique, c'est-à-dire qu'on a passé, c'est une sorte de radar, hein, on a passé un radar sur le terrain pour essayer de localiser les vestiges et voir leur état de conservation, les zones de concentration des vestiges. Et à partir de là, à partir de 2017, on s'est lancé sur ce qu'on appelle une fouille programmée. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc c'est des fouilles qui sont subventionnées par différentes institutions publiques. Alors il y a l'État, il y a les régions, il y a le département, il y a l'agglo ici d'Agde et la mairie évidemment qui est un support important depuis toutes ces années. Et donc nous on travaille, donc on est une équipe d'archéologues et on travaille tous les étés avec des fouilleurs bénévoles qu'on exploite hein, lâchement pendant 5 semaines, mais qui en redemandent hein, parce que beaucoup reviennent finalement. Et donc pour la plupart ce sont des étudiants en archéologie qui sont là aussi pour se former. Voilà, donc c'est donnant-donnant, on les nourrit, quand même, hein, on les héberge, on les nourrit, puis eux ils travaillent pour nous et on échange, on les forme aussi à ce travail. Voilà, et donc ça fait quasiment, l'année prochaine ça fera 10 ans qu'on a démarré, voilà. Si on revient. Mais on reviendra a priori, si il reste des sous, voilà. Alors, nous depuis ces quasi 10 ans de recherche, notre zone principale d'étude, c'est celle que vous avez derrière vous, là, ici. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi on s'est installé là. Et à côté de ça, en parallèle, on mène toute une série de recherches, on mène toute une série d'opérations plus ponctuelles à d'autres endroits du site pour cerner son étendue en fait. Voilà. Parce que je vais vous en parler tout de suite là maintenant, on ne cerne pas bien encore son extension et surtout on veut étudier aussi son système fortifié. D'accord ? Donc ça me permet d'enchaîner un peu sur ça. On sait maintenant, donc depuis 2014, que ce site donc, qui est fondé vers 600, je disais tout à l'heure à Jésus-Christ, alors c'est une date qui n'est pas anodine, hein. 600, il se passe pas mal de choses dans la région. Il y a la fondation de Marseille, qui est un événement majeur, hein, avec l'établissement de Phocéens qui viennent d'Asie, enfin de Grecs, hein, donc les Phocéens, de la cité de Phocée, qui viennent s'installer pour une partie d'entre eux à Marseille. Et à partir de là, très rapidement, en l'espace d'une génération, ils vont diffuser leurs produits, ils vont nouer des contacts avec les populations celtiques du littoral provençal, mais aussi languedocien. Et ils vont diffuser en masse
Alors pas tout de suite au début parce qu'il y a aussi des Étrusques hein, dans l'équation, mais il va y avoir tout un négoce méditerranéen qui se met en place entre Étrusques, Grecs et populations celtiques de Méditerranée pour échanger surtout du vin. Voilà, ça va être le produit phare. Il n'y a pas que ça évidemment, mais c'est ce que nous on perçoit archéologiquement. Voilà. Avec toutes sortes d'échanges, certainement contre des céréales, du métal, voilà, toutes sortes de choses que nous on a un peu du mal à percevoir avec l'archéologie. Et donc c'est dans ce contexte que se met en place l'établissement de Bessan, qui est sur une position stratégique, hein, comme vous le savez tous, puisqu'on est très proche d'Agde, qui était, donc on a l'embouchure de l'Hérault, voilà, je ne vais pas vous refaire le tableau, et donc les produits grecs arrivaient depuis l'embouchure de l'Hérault, et certainement remontés par le fleuve, qui est une voie de communication très commode. Ils étaient en grande partie déversés, enfin livrés sur le site de la Monnaie d'Hyères, où il y avait une consommation locale, mais aussi certainement, au vu des quantités importantes, des produits, du mobilier qui était très certainement reçu ici pour être redistribué dans les pays sur les sites qui étaient moins accessibles via l'Hérault ou depuis le littoral. Donc un site majeur, un site d'interface en fait, qui faisait le lien entre le monde celtique et le monde grec, voilà, pour simplifier. Donc ce site, on sait depuis les fouilles de 2014, je ne sais pas si tout le monde voit, mais je vous le ferai passer éventuellement, c'était un site qui était fortifié. Alors on ne sait pas s'il était défendu dès l'origine. Ça, chronologiquement, on n'a pas pu le caler, mais on sait que dans le courant du 6e siècle, il y a une fortification qui se met en place. Cette fortification, on la connaît que de ce côté-ci, du côté où on a fait les fouilles préventives, donc sous les maisons que vous avez là. Vous le voyez sous la vue aérienne, hein. Donc, le tracé des fossés défensifs sont là. Donc voilà, cette fortification, elle se matérialise par des creusements importants qui sont, c'est tout ce qui subsiste maintenant de ces dispositifs défensifs, ce sont des fossés qui sont d'une ampleur assez importante puisque pour certains, on est sur 10 à 12 mètres de large et une profondeur de 3 à 4 mètres, donc ça commence à faire des ouvrages assez imposants. Évidemment, ils ne fonctionnaient pas seuls, ils étaient toujours doublés d'une muraille, ou plutôt c'était la muraille qui était doublée d'un fossé. Voilà. Ces murailles ne sont pas conservées, elles ont été complètement arasées, ou pour partie, on les a retrouvées basculées dans les fossés. Ça, j'en reviendrai tout à l'heure pour vous parler de l'abandon du site. Voilà. Donc, ce qui nous permet de restituer aussi la morphologie de ces murailles. En l'occurrence, alors, ce qu'on perçoit maintenant, et ça c'est une petite, pour ceux qui ont l'habitude de mon discours et qui sont un peu las, petite nouveauté là après un certain nombre de réflexions au gré des différents éléments qu'on a découverts. A priori maintenant on restitue plutôt deux états successifs dans le système fortifié. Vous le voyez ici, il y a plusieurs tracés hein, sur le plan. Nous on restitue un premier état, ça reste du domaine de l'hypothèse évidemment, hein, mais avec les différents indices qu'on a, on tend plutôt maintenant vers ces suppositions-là. Donc un premier état avec un fossé que vous avez ici, qui pouvait être doublé d'un autre fossé dont on a une trace ici, là. Voilà. Donc deux fossés parallèles qui sont très similaires, qui sont en V, qui sont très marqués. Pareil, 8-10 mètres de large et 3 à 4 de profondeur, donc des fossés aussi imposants. Et ça, on sait que les deux, a priori, ils sont abandonnés vers le début du 5e siècle, donc quasiment un siècle avant l'abandon du site. En revanche, on a un autre système défensif qui est matérialisé par ce fossé ici, qui est quasiment à 80, on a deux tronçons hein, qui s'articulent quasiment à angle droit, beaucoup plus imposant. Alors lui il est différent, il n'est pas en V, hein, il est plus marqué on va dire en U hein, pour simplifier. Et lui il est abandonné, et là pour le coup on est sûr de nous, il est abandonné en 420. Donc lui on sait qu'il était en usage lors de la fin de l'occupation. Donc ce qui se dessine c'est qu'on avait un premier système avec ces deux fossés, ce qui est remarquable parce que ça veut dire qu'on a plusieurs lignes défensives mises en place. Donc il y a vraiment une volonté de se retrancher derrière des défenses plutôt efficientes. Voilà. Ce n'est pas juste pour l'apparat, juste pour faire les malins. Il y a vraiment, c'est un effort, ça demande un effort quand même de mise en place, de construction. Un abandon probablement en cours d'occupation sur le site. Et puis pour une raison qu'on ne perçoit pas, une refonte du système fortifié avec l'implantation de ce nouveau fossé qui est plus massif et qui lui va fonctionner avec une... alors précédemment c'était probablement des talus. Hein, ils creusaient leur fossé, puis ils extrayaient la terre et ils talutaient tout ça en arrière du fossé. En revanche, pour ce supposé nouveau système, là c'est un rempart qui est fait avec un soubassement de pierre
et une élévation en briques crues, donc l'adobe. Et ça, c'est une nouveauté assez importante sur le site. Donc voilà l'image maintenant qui se dessine un petit peu pour le système fortifié, en tout cas pour cette partie-là. Donc je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi, c'est peut-être un peu décousu. Je reviens un petit peu en arrière sur nos objectifs, parce que donc du coup on a ouvert une zone à cet endroit-là. Pourquoi à cet endroit-là? Parce que on se situe quasiment juste en arrière de la porte, en tout cas de la seule porte que l'on connaît sur le site, donc qui est matérialisée par une interruption du fossé que vous avez ici. On la verra tout à l'heure, hein, je vous montrerai ça où elle se situe approximativement. Donc nous on voulait comprendre justement comment s'articuler cet espace par rapport au quartier d'habitation, et on savait à partir des prospections géophysiques qu'on a fait en 2016 que ce secteur-là était bien conservé en termes de vestiges. Voilà. Et donc je vous disais qu'à côté de ça, on menait une série d'opérations plus ponctuelles, justement pour cerner un peu mieux l'emprise de ce site. Donc depuis 5-6 ans, on a mené notamment, vous voyez ce fossé qui est en avant, il n'était pas connu il y a 4 ans. On l'avait repéré sur des clichés aériens anciens d'après-guerre. Notamment, on voyait des traces un peu suspectes. Alors ça, c'est les indices hydrographiques hein, qui, en fonction de l'humidité du sol, quand il y a des gros creusements, ça peut ressortir sur les photos aériennes. Donc on avait repéré cette trace qui était très suspicieuse et on est allé l'ouvrir à la pelle mécanique. Et ça a confirmé, là c'est ce que vous avez en noir, on a fait une série de sondages, ça a confirmé qu'on était bien sur un fossé. Voilà. Donc ça nous a permis de restituer cet élément-là en plus. On a mené à côté de ça toute une série de prospection géophysique à la fois sur le plateau, que vous avez ici, donc, qui est le siège, le cœur de l'occupation du site, et également dans les vignes qui sont en contrebas. Voilà. C'est dans les vignes qui sont en contrebas, on a repéré ces traces que vous voyez ici, qui pouvaient laisser à penser qu'on avait la suite de notre système fortifié. En sachant que dans l'angle ici, on a fait une restitution, c'est pareil, sur les vues aériennes, on a quelque chose qui se dessine comme ça, qui pourrait coller avec la suite de notre système fortifié. Et donc ces traces qu'on a repérées en prospection géophysique nous laissaient à penser que ça pouvait être la suite de notre fortification, de notre site, ou bien des anomalies géologiques. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas percevoir en prospection géophysique. Et donc cette année, en début de campagne, là, au début du mois de juillet, on a investi cette parcelle là, que la mairie a acquise l'année dernière, je crois. Parce qu'évidemment, le viticulteur n'a pas trop d'accord si on lui arrachait ses vignes, malheureusement. Donc on s'est dit on va intervenir dans cette parcelle, dans la continuité de ces traces, pour voir si on repère notre système fortifié. On a fait une série de sondages qui sont ouverts, je ne vais pas vous amener les voir parce que, comme vous savez, il y a eu un déluge assez important il y a quelques semaines. Ça lit tous les vestiges et puis c'est un peu compliqué à vous faire visiter, mais vous pourrez y passer si vous le souhaitez évidemment. J'ai des collègues là-bas qui interviennent, qui font encore des interventions. Et cette intervention, elle a confirmé, ou plutôt elle a infirmé l'hypothèse du fossé. Voilà, dans la continuité de ces traces, on n'a pas repéré de système défensif. Alors plutôt le terrain, un pendage naturel avec un recouvrement sédimentaire important. En revanche, on a quand même trouvé un système fossoyé défensif à un autre endroit, à ce niveau-là, qui diffère un petit peu du reste, qui n'est pas tout à fait dans les mêmes orientations, mais qui vient marquer une limite importante et qui est bien contemporain de l'occupation qu'on a ici. Et surtout, on a découvert aussi une maison abside, une nouvelle, en bas du terrain ici. Donc ça, c'est une découverte toute fraîche de là il y a quelques semaines. Donc ça, c'est une série d'éléments qui viennent vraiment confirmer l'hypothèse que nous, on avait développée il y a quelques années, à savoir que le site, il ne se cantonne pas sur ces 4 hectares qui correspondent au promontoire, mais en fait, il est bien plus vaste. On ne cerne toujours pas précisément, mais au moins, il vient jusqu'à ce niveau-là. Là, on sait que dans les vignes, avec les prospections pédestres, on a récupéré un certain nombre de vestiges. Donc, on est sur une surface qu'on maintenant, à minima, on double. Donc, on serait sur un site de 8 hectares. Voilà, là, ça change un peu la donne. Par titre de comparaison, Agde, Agathé, au début 5e, fin 5e, début 4e, on est sur 4 hectares environ. Le site de Montjouy à Florensac, qui est contemporain de l'occupation d'Amonédière, qui est à 3 km d'ici, sur l'autre rive, on est à 4 hectares. Donc vous voyez, là, c'est une ampleur qui est quand même différente, et même à l'échelle régionale, ça commence à être vraiment, vraiment conséquent. Donc un site de statut important, qui fait écho à son rôle de relais commercial, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Et probablement, on se rapproche gentiment, là, plus on avance, on se rapproche gentiment de l'Hérault et de l'Ardayou. Voilà. Donc il y a toujours cette idée d'un débarcadère, alors peut-être pas d'un port, hein, c'est peut-être un peu exagéré pour la période, mais en tout cas d'un aménagement de rive,
pour débarquer les marchandises à hauteur de la Monédière qui verrouillerait, le site. Ok. Et donc, au point de vue hectare, c'était plus important ici qu'à Aguilar. Oui. 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 Complètement. En tout cas pour la partie intramuros, pour la partie fortifiée. Après, il peut y avoir des occupations périphériques, suburbaines, où ça peut être beaucoup plus étendu, mais en tout cas pour la partie enclose, oui, c'est plus grand. Ouais. Et c'est pas, voilà, il n'y a pas de protection spécifique. Il y a une citerne romaine qui se situe à l'extrémité du site ici, là, du promontoire. Donc, pour lequel il y a une protection, donc il y a un zonage tout de même. Donc il y a quand même un zonage qui vient on va dire protéger entre guillemets le site. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je vous en parle aussi parce que là je vous parle de la proto-histoire, donc de la période gauloise. Mais comme vous le savez, il y a plusieurs occupations sur le site. Ça c'est quelque chose qu'on a mis en évidence au gré de nos interventions. Donc il y a une occupation néolithique, donc on est vers 2500 avant Jésus-Christ, qui est centrée surtout sur la partie sud du promontoire ici, avec un fossé défensif et des maisons qui ont été mises en évidence de type cambousse, hein, des maisons absides, encore une fois. Notre occupation principale, qui est le cœur de notre recherche, hein, donc 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Le site est réinvesti à la fin dans le courant du 2e siècle avant notre ère. Voilà, certainement un établissement viticole qui peut être lié à la Cora agatoise. On est sur le territoire agatois a priori. Voilà. Un abandon dans le courant du 2e après Jésus-Christ. Voilà, donc on est à la période gallo-romaine et romaine. Et ensuite, on a un fossé imposant qui se met en place à l'extrémité du promontoire, au niveau d'une butte. Et là, on serait plutôt, on a parlé avec Frédéric Lopp, une occupation plutôt médiévale, peut-être sous forme, peut-être pas de mode castral, mais en tout cas de tour de guet. Voilà, et autour du 10e siècle après Jésus-Christ. Voilà. Ok. Donc, allez, on va revenir sur la proto, ce qui nous intéresse nous ici. Donc voilà, nous on se situe là, hein, la zone de fouille, c'est ce que vous avez en jaune ici. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on est juste derrière l'entrée. L'entrée, elle se situe à peu près au niveau de la baie vitrée de la maison, là, qui est juste derrière. Donc vous voyez, c'est vraiment à proximité immédiate. Alors, rapprochez-vous, je vais descendre comme ça, je vais pouvoir à la fois vous montrer les vestiges et être dans votre direction. Alors cette zone de fouille, elle s'articule en deux grandes zones. On a cette zone principale qui est un peu désertique en termes de vestiges, enfin en apparence, qui correspond à un grand espace de circulation qui est lié à l'entrée. Et de part et d'autre, on a les quartiers d'habitation qui se développent. Alors cet espace de circulation là, on l'appréhende de mieux en mieux au fil des années. Il est extrêmement vaste, hein, comme vous voyez, il est métallisé par ces cailloutis, ces galets que vous avez en surface. Ça c'est aménagé, hein, c'est pas le terrain naturel, c'est vraiment un aménagement spécifique. Donc ils ont fait l'effort d'amener tous ces matériaux là pour faire une surface plane et assez indurée sur laquelle on pouvait circuler à pied, probablement avec des charrettes également. Et cet espace de circulation, il est assez grand puisqu'il continue. On le retrouve sous mes pieds et il continue probablement sous la berme, là, sous vos pieds là, sous ce bâtiment là dont je parlerai tout à l'heure. En revanche, on commence à le cerner sur les côtés puisqu'il s'arrête au niveau de mes collègues là qui sont en train de fouiller. Au niveau des collègues également ici, et ces bordures sont matérialisées par des palissades. En fait, qui sont visibles sous les formes de ces tranchées que vous devez voir depuis l'endroit où vous vous trouvez. Donc, vous voyez toute une série de tranchées dans cet axe-là. Vous en percevez également ici, on pourra se rapprocher hein, si vous voulez derrière. On en perçoit également de ce côté-ci. Voilà. Alors il y en a plusieurs, elles sont des accès, parce qu'il y a eu plusieurs états en fait au fil des années. Il y a eu une palissade, on ne sait pas pourquoi, il y a eu des réfections, donc ils se sont décalés. Voilà. Mais il y a quand même un esprit général qui se maintient à ce niveau-là. Et comme vous pouvez sans doute le percevoir, il y a un effet d'entonnoir. Il y a une inflexion, c'est pas rectiligne, c'est un peu curviligne, et ça se rétrécit au niveau de l'entrée. Donc il y a vraiment un effet d'entonnoir au niveau de l'entrée. Donc ça pour nous c'est intéressant parce que ce type d'aménagement on ne l'avait jamais perçu sur les habitats celtiques de la région pour ces périodes-là. Alors là on est a priori, pour l'instant, pour les phases les plus anciennes, fin 6e, début 5e siècle. Et donc il y a une vraie volonté en fait de séparer les espaces, à la fois cet espace public qui est une place, hein, on peut parler de place hein, au vu de ses dimensions, des quartiers périphériques, des quartiers domestiques. Et donc au-delà de ça, ça montre qu'il y a un vrai souci d'aménagement d'urbanisme
hein. Il y a une vraie planification dans l'aménagement de l'habitat, où il n'y a pas juste une entrée, puis la population s'installe comme ça, comme ils veulent. Il y a vraiment une sectorisation avec des quartiers qui sont aménagés, qui sont pensés et qui sont pérennes, qui perdurent pendant toute l'occupation. Voilà. Il y a quand même une pérennisation de cette urbanisation. Là, on parle maintenant pour Bessan d'agglomération. Moi, je parle d'agglomération urbaine parce que c'est fortifié, parce que c'est vaste et parce qu'il y a très précocement, il y a des indices d'urbanisation, voilà, de structuration du site. Donc c'est un site, voilà, c'est un site majeur. Alors, tous les archéologues. Voilà, et donc là sur cet espace de circulation, depuis l'année dernière et cette année, on affine un petit peu notre vision de cet aménagement. On a découvert alors c'est pas forcément très perceptible, mais au niveau de la place, sur la place et un petit peu en marge de la place, ce dispositif qui est matérialisé par ces blocs en basalte. Hein. Alors, petit aparté, ici les matériaux utilisés c'est essentiellement du basalte, alors c'est pas local, hein. Ils sont allés le chercher sans doute, le plus proche c'est Saint-Thibéry, hein. Donc on peut supposer qu'ils sont allés à Saint-Thibéry, juste à côté, ou alors du galet. Le galet par contre ça vient de la terrasse alluviale. Donc ces blocs de basalte qui sont plus ou moins alignés, qu'on retrouve pour certains en face là-bas, avec des arrachements, que vous avez là à côté de moi là. Tout ça c'est des arrachements de blocs. Et donc nous on restitue un vaste bâtiment donc, qui est matérialisé par cette ligne de pierre, qui forme une abside à ce niveau-là. Hop. Et vous voyez ça se ferme là-bas avec les deux blocs, vous réveillez des trous et puis on récupère les trois blocs là-bas. Avec une fermeture rectiligne avec l'alignement de blocs que vous avez au fond. Alors, je pourrais arrêter mon explication là parce qu'on est bien embêté pour interpréter ça. Pardon ? C'est les halles, voilà. Mais c'est surtout que, vu son emplacement, alors, vu sa forme, vu ses dimensions, vu sa forme, pour nous c'est inconnu. En termes de, on ne sait pas si c'était bâti, si c'était un mur, si c'est enclos. En tout cas, la mise en œuvre est très différente de ce qu'on observe pour les maisons que vous verrez tout à l'heure. Donc déjà, ça interroge. On sait qu'à l'intérieur, il y a l'espace qui était sans doute scindé en deux au niveau de l'abside par des trous que vous avez ici qui sont a priori eux plus des trous de poteaux, a priori. Mais encore une fois, c'est peut-être des arrachements, là on n'a pas la certitude. Au niveau de la bâche, en face de la bâche et du seau, on a un petit alignement de trous de poteaux en cercle qui peuvent matérialiser une entrée de cet espace-là. Voilà. À l'intérieur, on a des lambeaux de sol de circulation, des niveaux d'occupation qui sont visibles, qui sont très indurés, voilà, mais mal conservés, il n'y a quasiment pas de mobilier associé. Donc à partir de là, nous, l'interprétation, on est un petit peu, on est limité hein, pour aller plus loin, en sachant qu'il n'y a pas du tout de parallèle connu dans la région et en Gaule, on va dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet aménagement, il n'est pas placé n'importe où. Il est au niveau, il est juste devant l'entrée, il est sur la place, il est vaste. Et là, on n'est pas dans le domaine domestique, on est dans le domaine public. Les halles, ou alors il faut voir peut-être plus grand, hein, on ne sait pas. Mais on se demandait si on n'allait pas avoir des têtes coupées. Voilà. On sait qu'ils étaient assez fans en général, on aurait bien aimé. C'était assez fan des têtes coupées, surtout à l'entrée du site pour souhaiter la bienvenue aux étrangers. Voilà. Ça fait toujours son effet. Voilà. Mais en tout cas, on est sur très probablement un espace public, un bâtiment public. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce que pour ces périodes anciennes, on ne connaît pas. On ne connaît pas de bâtiments publics, il n'y a pas ou très peu. Il n'y a pas de temple, on ne connaît pas les temples, on ne connaît pas les bâtiments cultuels. En tout cas, on ne sait pas les identifier. En général, tout ce qui ressort du public qu'on arrive à percevoir, c'est les fortifications. Voilà. C'est des ouvrages communautaires, mais le reste, on le perçoit mal, on ne le perçoit pas archéologiquement. Et donc là, on pourrait être sur ce type d'édifice. Voilà. Alors maintenant, à quoi il a servi ? Voilà. Les investigations sont toujours en cours, hein, on espère pouvoir un peu mieux cerner cet aménagement-là. En tout cas, voilà, c'est intéressant sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur l'aménagement urbanistique du site qui est quand même pensé, qui n'est pas fait n'importe comment. Voilà, avec des espaces qui sont dédiés, des espaces communautaires et des espaces qui sont plus de la vie quotidienne et domestique. Et justement, là, vous voyez à côté de Florian, ce mur-là, qui est un mur de maison. Et donc, évidemment, tout le reste est derrière. Et là, on s'engage sur les quartiers domestiques, de ce côté-ci. Qu'on retrouve de l'autre côté, là-bas. Voilà.
qu'on retrouve de l'autre côté là-bas et on ira les voir à la fin. Alors avant d'aller finir là-bas, je vais vous présenter cette maison. Cette maison qui est exceptionnellement bien conservée pour nous. Hein. Alors juste une petite aparté, il faut savoir que dans les premiers temps de l'occupation, donc la première moitié 6e siècle, on est début 6e siècle, on est sur des maisons qui sont sur ossature bois, donc en matériaux périssables, des maisons à abside, des grandes maisons à abside, qui n'ont rien de grec, hein, qui sont parfaitement communes à ce qu'on connaît maintenant régionalement. On en connaît une très bien à Russino d'ailleurs, à Perpignan, qui a été à peu près contemporaine hein, de nos premières maisons à Bessan, qui a été restituée, hein, donc il y a une belle restitution, je vous invite à aller voir si vous avez l'occasion d'aller à Perpignan. Voilà. Et après, rapidement, à partir du milieu du 6e siècle, on va changer complètement de schéma, à la fois sur la mise en œuvre architecturale et sur les plans des maisons. Les ossatures bois vont être, alors pas totalement abandonnées, hein, on va retrouver des maisons en torchis. Vous savez, le torchis, c'est la boue hein, qui est jetée sur les parois voilà, en clayonnage. Ça va être délaissé, on continue à en retrouver, mais c'est quand même plus marginal. Et par contre, les maisons vont être construites comme ce que vous avez sous les yeux, avec des soubassements en pierre, un petit solin en pierre, qui n'est pas plus haut que ça, et après une élévation en terre. Alors, la terre, ça peut être soit de la terre massive, ce qu'on appelle de la boge, donc qui est tassée, hein, qui est montée, soit des briques crues, de l'adobe. On peut avoir les deux cas de figure. Et la brique, on la retrouve assez tôt sur le site de Bessan, dès la fin du 6e siècle. Voilà. Donc c'est un des emplois les plus précoces que l'on connaît régionalement voilà, de ce type de matériaux. Et sur les plans, donc je disais, il y a un changement à la fois sur la mise en œuvre architecturale et sur les plans aussi, puisque à partir du milieu du 6e siècle, on va passer sur des maisons rectangulaires, un peu comme ce que vous avez sous les yeux. Alors là, elle est plus récente, hein, ça. Mais c'est pour comme ça illustre un petit peu mon propos. Sur des maisons rectangulaires. Et ce qui est très surprenant et ce qui fait aussi la spécificité du site de la Monédière, c'est qu'on aurait pu s'arrêter là et qu'il y a une perduration, c'est ce qu'on observe sur d'autres sites où le plan rectangulaire est adopté de manière définitive. Mais là, on a un intermède, on a un retour au plan absidial ou curviligne dans la seconde moitié, la fin du 6e siècle. Là, ça correspond un peu à ces maisons absides qu'on supposait à une époque être grecques. C'est un peu remis en question maintenant, mais l'hypothèse n'est pas du tout écartée parce qu'il y a quand même des formes très spécifiques. Donc le plan rectangulaire est abandonné, on revient sur des maisons à abside qui présentent une grande diversité de formes parce que l'abside c'est un corps rectangulaire et une extrémité arrondie. Mais nous on a retrouvé également des maisons ovalaires, donc vraiment des choses qui sont en forme d'œuf ovoïdal et associé à ça un édifice circulaire qui est un unicum en Gaule hein, pour ces périodes-là. Et ça on n'a pas de parallèle du tout. En Gaule tout court, quoi, pour ces périodes-là et pour les périodes de l'âge du fer. Et surtout, le changement est quand même très surprenant parce que ce va-et-vient, il se fait en l'espace d'une génération à chaque fois. Donc, et c'est pas comme pour nous, où c'est des effets de mode, on dit tiens, je construis ma maison de telle manière. Non, là, c'est vraiment lié à des traits culturels importants. Donc on se demande si c'est pas lié à des changements de population. Voilà. Et donc, qui vient? Est-ce que c'est d'autres populations celtiques? Est-ce qu'il y a une mixité de l'habitat, voilà, un mélange de populations? Est-ce que c'est des populations qui sont exogènes au monde celtique? Voilà, on pense tout de suite aux Grecs, etc. Voilà, donc la question se pose. Et c'est aussi un des thèmes de recherche qui nous motive sur ce site-là et qui est prégnante voilà, depuis plusieurs années. Une interrogation qui est importante depuis plusieurs années. Et donc après, à partir de la fin du 6e siècle et début 5e siècle, on revient, ces maisons à abside ou ovalaires, elles commencent à être abandonnées, alors pas d'un coup, mais progressivement, et on revient au plan rectangulaire que vous avez ici. Et après, ça perdure de manière jusqu'à la fin de l'occupation. Et justement, cette maison que vous avez devant les yeux, elle date de ce retour au plan rectangulaire, donc on est fin 6e, début 5e. Et là, on est sur une maison qui est intéressante parce qu'elle vous montre un peu comment ça peut être aménagé, mais en même temps, elle est un peu exceptionnelle. Elle est un peu exceptionnelle à plusieurs égards. Pourquoi elle est exceptionnelle? Parce que déjà, d'un point de vue de sa situation. Parce que comme vous pouvez le constater, on n'est pas en périphérie de la place. Elle vient vraiment se poser sur la place. Ça, on a pu le mettre en évidence. Hein. Là, vous voyez ce cailloutis devant vous. C'est la suite de l'espace de circulation que vous avez ici. Donc elle est construite dessus directement. Quand la place est encore utilisée, hein, donc la porte n'est pas abandonnée. Donc, la première chose qu'on voyait lorsqu'on franchissait, quand on rentrait dans le site,
Au-delà de ce bâtiment dont je vous parlais tout à l'heure, qui a peut-être été une occupation courte, hein, on ne sait pas trop en termes de chronologie comment ça s'organisait pour l'instant. Mais en tout cas, quand on rentrait, la première maison qu'on voyait, c'était celle-ci. Donc déjà, ça pose un petit statut. Voilà. Et cette maison, ensuite, elle présente des singularités qui sont assez intéressantes. Elle connaît plusieurs états. Elle connaît 2 états architecturaux. Dans un premier temps, vous avez ce mur, hein, que vous voyez devant moi, ici, là, qui s'étend jusqu'ici, avec le retour devant vous, là. Vous voyez la partie en élévation, le retour en angle ici, et les parties là qui sont moins visibles, qui ont été épirées. Hein. Ils sont venus récupérer les matériaux, mais on voit encore le négatif des murs. Donc, une maison qui est d'une surface assez importante pour l'époque, mais bon, ce qui n'est pas non plus exceptionnel, qui connaît une séparation spatiale avec ce mur. Donc il y a voilà, 2 pièces aménagées. C'est ce qu'on connaît hein, à peu près, approximativement pour ces périodes. Soit c'est des espaces unicellulaires, soit il y a une séparation, il y a 2 pièces d'aménager. Je reviendrai en détail sur l'aménagement. Et dans un second temps, il y a une adjonction qui se fait avec un plaquage, un nouveau mur qui vient se plaquer contre l'état initial. C'est celui que vous avez ici, avec l'angle de la grosse pierre que vous avez là-bas, le retour, la grosse pierre que vous avez là-bas, et voilà, on le perd à peu près ici. Ça, c'est assez surprenant. On ne sait pas trop, enfin si, on a plusieurs pistes d'interprétation. C'est pas une réflexion du mur. S'il y avait une déstabilisation, le mur était abîmé, ça peut arriver au fil du temps. Hein. On ne vient pas replaquer comme ça. C'est pas logique, ça fait pas sens. On s'est demandé à un moment donné si ça pouvait pas être juste un podium, quelque chose qui était en élévation sur quelques dizaines de centimètres, pas forcément sur toute la hauteur. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'angle de ce rajout, il y a cette grosse pierre que vous avez là-bas, qui est taillée, qui n'est pas en basalte, qui est en calcaire. Et l'emploi du calcaire sur ce site il est extrêmement rare. Et donc il y a un choix volontaire qui a été fait sur le matériau utilisé. Et là, c'est une pierre de chaînage. Et pareil, sur le façonnage de la pierre, là, ce que vous voyez, c'est des pierres brutes. Hein. Elles sont prises telles quelles, elles sont mises dans les murs. Il n'y a jamais de taille de pierre. Ça, c'est plutôt les Grecs qui le faisaient. Là, elle est vraiment taillée. Enfin, taillée. Elle est ébauchée, on va dire. Il y a un effort d'ébauchage. Voilà. Et pareil, cette pierre, elle fait face à l'entrée. Donc, il y a un petit côté ostentatoire qui est intéressant là, et symbolique. Voilà. Et c'est pareil, à l'intérieur donc dans le premier état, au niveau de cette pièce que vous avez ici, à ce niveau-là, on retrouve 2 pierres calcaires, 2 dalles calcaires qui sont ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien d'où vous êtes. On fera le tour après. Qui matérialise une entrée en fait. Donc on est sur un seuil aménagé, construit, avec un emmarchement. Là on voit des pierres qui débordent, bon, qui a été arraché hein, par la suite, donc il n'est pas entièrement conservé. Mais il y a un vrai aménagement avec là aussi un choix des matériaux. Et là, ça sort du commun parce qu'en général, les entrées, lorsqu'on les repère sur les maisons proto-historiques de cette période, c'est juste une interruption du mur, un sol en terre battue et il n'y a pas d'aménagement spécifique, il n'y a pas d'emmarchement, etc. Donc là, il y a quand même, on est un peu dans le monumental, entre guillemets. Donc ça fait écho à ce caractère un peu exceptionnel de cette maison par rapport à ce qu'on connaît par ailleurs. Voilà, alors après notre hypothèse par rapport à cette adjonction qu'on a architecturale, c'est que ça peut aussi être quelque chose de très fonctionnel. Pourquoi on vient doubler un mur? Alors ça peut être pour isoler de manière plus importante une partie du bâtiment, maintenir au frais, etc. Pourquoi pas? Ou alors quand on s'étend en largeur, c'est pour pouvoir monter aussi. Donc là on se demande s'il n'y a pas éventuellement 1, 2, 3 étages, espèce de tour entre guillemets, hein, qui se trouverait là, qui ferait sens aussi par rapport à son emplacement par rapport à l'entrée. Voilà. Bon, ça malheureusement on ne le saura jamais parce qu'on n'a plus les vestiges qui nous permettent d'aller sur des hypothèses plus certaines. Bon, on va commencer par cette pièce puisque vous êtes devant. Alors au niveau des aménagements intérieurs, du coup nous quand on a découvert cet édifice, on s'est dit bon ben est-ce qu'on est sur une maison, une habitation, ou est-ce qu'on est sur quelque chose de différent, quoi, peut-être quelque chose d'un peu plus public, etc. Et ben, en fouillant en fait assez rapidement, on s'est rendu compte que les principaux vestiges qu'on a mis au jour se rapprochaient vraiment de la sphère domestique. Donc a priori, on est sur une habitation assez classique entre guillemets de ce qu'on repère au niveau des aménagements intérieurs. Donc comme vous voyez, il y a 2 pièces hein, qui sont séparées par ce mur de refend. La plus grande à ce niveau-là, qui se distingue de la plus petite qu'on ira voir après,
par la présence de plusieurs foyers, structures de combustion. Alors, dans la partie à peu près centrale, vous avez celui-ci, qu'on a un peu démonté, hein. On a commencé à le démonter pour ceux qui étaient déjà venus, hein, vous vous rappelez peut-être. Là, on est sur le premier état d'un foyer, avec un aménagement, on voit il y a eu un son. Alors c'est des choses assez classiques hein, du milieu domestique et de l'aménagement des foyers pour ces périodes-là, voilà, pour les 6e, 5e siècle. Avec un sable, un gravier qui a été trié, hein, qui a été tamisé pour faire un socle, un radier, et sur lequel il y avait le feu qui était créé. Et vous voyez cette tache là grisâtre, c'est les restes de combustion, c'est la cendre, voilà, qui est encore conservée. Et par-dessus ça, il y a eu un rechappage. Le foyer a été reconstruit et ça c'est ce qu'on a démonté cette année, donc on est en train de, voilà, ça on l'a mis en évidence il y a quelques jours. Et par-dessus ça il y avait un lit de galets qui servait de radier de nouveau et dessus une sole, mais vous la verrez, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, une sole en argile voilà, qui servait de plaque de cuisson en fait. Voilà. Donc ça c'est typique de ce qu'on trouve dans les maisons celtiques de cette période-là. Ici une autre structure de combustion qui est plus singulière, pour laquelle on ne connaît pas vraiment de parallèle. Vous voyez, qui est beaucoup plus massive, avec un socle de pierre. La partie supérieure a été arrachée là parce qu'elle se trouvait très haut. Hein. Le site a été mis en culture, hein. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, vous le savez. Donc il y a eu... si, je l'ai précisé tout à l'heure. Donc les vestiges les plus hauts, hein, au niveau de la stratigraphie, sont plus abîmés. Mais en tout cas, là, on a pu bien l'identifier. Et là, on est sur un autre fonctionnement. Ça a pu servir pour cuisiner, pour se chauffer, pour faire de la lumière, voilà, c'est ce type de foyer. Là, on est peut-être sur autre chose, peut-être pour faire du pain, on est peut-être dans l'artisanat, voilà, aussi, on ne sait pas trop. On a recueilli quelques vestiges autour, plus ou moins bien conservés, là c'est en cours d'étude. Donc je ne peux pas trop m'avancer sur ça. On est sur des micro-restes qu'on va essayer d'étudier pour voir si on peut mieux cerner l'utilisation de cette structure-là, qui interroge un petit peu. Et puis, vous avez un autre type de foyer, ici, qui est circulaire pour le coup, alors là c'est des rectangulaires, qui est circulaire, qui est délimité par ces galets que vous voyez ici. Alors là la lumière n'est pas très bonne, hein, mais là de nouveau on retrouve une plaque, les restes d'une plaque de cuisson ici, il est en dôme. Hein. Là c'est peut-être un four, on se demande si ce n'est pas un four, c'est-à-dire que lui c'était un espace qui était fermé, avec un dôme en terre hein, qui venait par-dessus, et donc on est peut-être plutôt ici là sur de la cuisson d'aliments de type pain, comment dire, en milieu fermé, voilà. Dans cet espace-là, donc on est vraiment sur voilà, toutes ces activités un peu domestiques de la vie quotidienne. Le socle sur lequel je me trouve, je suis perché, ça c'était le support d'un pilier, donc il est exactement sur l'axe médian du bâtiment. Donc a priori c'est pas pour soutenir la toiture. A priori, à une époque, on se disait tous les poteaux médians qu'on retrouve sur les bâtiments, c'était pour soutenir le faîtage. Et on avait des maisons comme ça. Maintenant, on sait que ça tient moins bien la route, ce type de restitution. Les murs se suffisaient à eux-mêmes, a priori. La portance n'est pas si importante que ça pour porter la toiture. Et a priori, on serait plutôt sur l'idée d'un étage ou en tout cas d'un grenier, voilà, qui viendrait par-dessus. Ce qui est intéressant ici, c'est que on a plusieurs états d'utilisation de la pièce. Ces deux foyers sont plus tardifs, sont plus récents, et ils viennent s'installer sur ce niveau-là que vous avez ici. Alors malheureusement, la lumière n'est pas... c'est celle qui... Elle ne met pas forcément très en valeur nos vestiges, mais là vous voyez des choses qui sont très brûlées en fait. Donc c'est un niveau de destruction par le feu, donc il y a eu un incendie. Cette maison a été détruite par les flammes. Un effondrement des architectures, donc en terre essentiellement. On retrouve du charbon, des restes d'adobe hein, complètement fondus de partout. Ici, on en retrouve là, vous voyez des amas hein, dispersés. Là-bas également du charbon. Et donc par-dessus ça, après ils vont reconstruire, ils vont installer leur foyer. Et ce foyer, lui, il fonctionnait dans l'état initial du bâtiment. Voilà. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que cet incendie, c'est pas un cas particulier à cette maison, c'est pas juste cette maison qui a brûlé. C'est un incendie qui intervient vers, on arrive à peu près à bien le caler maintenant, vers 480 avant Jésus-Christ, et on le retrouve partout sur le site. Donc c'est quelque chose qui est vraiment généralisé. On a retrouvé là-bas quand on avait fait les fouilles en 2014, et surtout sur notre zone là, de fouilles, on l'a documenté vraiment de partout.
si ce n'est sur la place, mais en même temps sur la place il n'y avait rien pour brûler. Donc voilà, on retrouve au niveau des bâtiments. Et l'interrogation qu'on avait il y a quelques années, c'était quelle est la nature de cet incendie? Est-ce que c'est accidentel ou est-ce que c'est quelque chose qui a été un petit peu, voilà, un petit peu intentionnel? C'est toujours délicat de le cerner parce que ces maisons-là, dans l'architecture, il y a du bois qui intervient, il pouvait y avoir de la paille, etc. de partout. C'est assez vanté dans le secteur, à l'époque aussi ça devait l'être. Donc un incident est vite arrivé, quoi. Un accident, voilà, ça peut vite dégénérer, même si les maisons étaient espacées les unes des autres. Ça je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, hein. On n'a pas d'îlot mitoyen, on est vraiment sur une structuration lâche, mais ça empêche que ça peut, on sait que le feu peut se propager rapidement. Voilà. Sauf que nous, en fouillant plus précisément ici depuis quelques années, dans tous ces niveaux d'incendie, on a retrouvé des armes, et en l'occurrence des balles de fronde en terre cuite. Donc j'ai une illustration ici. Voilà. Ça se présente comme ça, c'est à peu près la taille réelle, là, elles sont un peu plus grossies, hein, agrandies je veux dire. Et ces balles de fronde, elles sont associées à un fer de javelot aussi qu'on a retrouvé pareil dans ce niveau de destruction. Et là, elle laisse aucun doute sur la nature volontaire de l'incendie, non seulement volontaire, mais aussi provoquée dans le cadre d'une bataille en fait, qui a eu lieu sur le site de Besson et qui est venue impacter l'habitat lui-même. Donc ça, c'est exceptionnel aussi pour nous. Déjà quand ça a brûlé, nous on est super contents parce que ça fige les vestiges. Et en plus, ben voilà, on sait maintenant qu'il y a eu un événement historique qui est majeur et qui est venu détruire tout ça. On perçoit la violence et la soudaineté de ce feu. Alors là c'est moins visible, mais les endroits, voilà, on a fouillé ce genre de choses, on retrouve vraiment les architectures brûlées, figées. J'ai pas d'adobe brûlé là, malheureusement, mais on les perçoit là, avec les vases pour certains entiers qui ont été recouverts sous les décombres. Voilà. Donc, et là c'est pareil, avec ces vases, et ben, on retrouve le contenu, et la plupart du temps on retrouve des graines. Là-bas, je ne sais pas si vous voyez, près du mur, il y a plein de petites taches noires. Voilà. Ça c'est des graines carbonisées, voilà, qui étaient dans des contenants. Là donc on est ici au niveau d'incendie, donc on retrouve en masse un peu de partout. Cet événement, une petite parenthèse, il intervient à peu près au moment où le site de Montjouy à Florensac, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'introduction, qui est donc le site voisin de la Monédière, à peu près contemporain, est abandonné. Il est abandonné, lui il va péricliter. Et ça intervient à peu près au même moment que l'abandon que la destruction qui intervient ici à Bessan. Alors ce site, il est mal conservé, il a été fouillé un peu anciennement, on perçoit mal les circonstances de son abandon, mais il y a des choses un peu curieuses qui interviennent. On retrouve quelques balles de fronde, il y a des traces d'incendie qui ont été notées par les fouilleurs aussi, donc on se demande s'il n'y a pas eu aussi une destruction un peu forcée. Voilà. Et si les deux événements qui se passent à la fois à Montjouy et ici à la Monédière seraient pas liés, voilà, s'il n'y a pas un événement un peu régional qui aurait impacté les deux sites. Voilà. Alors évidemment, c'est toujours délicat d'aller sur ces hypothèses-là parce que nous, on arrive à dater assez précisément grâce à la céramique, des productions céramiques. On est sur des échelles de 20 à 25 ans lorsque on arrive à resserrer bien. Mais on est sur des fourchettes. Ça veut dire que ce qu'on perçoit là, on dit vers 480, mais ce qui s'est passé là-bas, c'est vers 480, mais il peut y avoir un jour de décalage, comme 3 mois, comme 15 ans en fait. Voilà, donc je tiens à le préciser, hein, voilà, c'est quand même important. Mais nous, voilà, c'est dans ce qu'on perçoit archéologiquement, il y a une espèce de synchronie qui se fait entre ces deux événements. Ce qui est intéressant pour nous ici, c'est que là, au niveau d'Alexis, mon collègue, on a, alors ça se voit plus, mais on a retrouvé, vous voyez peut-être dans la coupe, des gros vases de stockage, des dolias, pareil, donc qui ont été éclatés au moment de l'incendie, avec une grosse quantité de graines, etc. Ce qui nous pose un peu problème, c'est qu'on est à l'extérieur, a priori, du bâtiment. Voilà. Et ces vases de stockage, ils ne sont pas mis à l'extérieur. Ils sont abrités, ils sont dans des espaces intérieurs. Donc il y a deux hypothèses. Soit, comme on est sur un événement violent, en fait ces vases, ils étaient à l'intérieur et on est dans une gestuelle de pillage. C'est-à-dire qu'on est peut-être des assaillants qui sont venus récupérer les vases et les éclater à l'extérieur, voilà, ça peut arriver. C'est des choses qu'on a mis en évidence sur le site de pêche Mao à Sigean, par exemple, pour une autre période plus tardive, etc. Mais c'est une hypothèse, voilà. Soit ils étaient en place, ils ont brûlé en place, et dans ce cas, on est sur un espace non pas extérieur, mais sur un espace abrité ou intérieur. Et là se pose la question en fait du plan de cette maison. Est-ce qu'on est juste sur une maison rectangulaire, ou est-ce qu'elle ne se poursuivait pas davantage avec des annexes, voire des pièces supplémentaires?
Là-bas, le mur s'interrompt. Dans son alignement, on perçoit un aménagement un peu bizarre. Ce qu'on a de part et d'autre, c'est très différent. Là, on a mis en évidence, là, il y a quelques jours, des trous de poteaux au niveau du mur, là, ce que est en train de fouiller Alexis. Donc, il y a un aménagement de cet espace. Ici, vous voyez ce reste de mur également, qui est là. Qui, lui, il est à l'extérieur hein, de notre maison et il vient s'accoler à l'angle de la tranchée d'épièrement. Alors malheureusement ça a été pierré, voilà, bon, pas toujours de la chance, mais en tout cas ça a l'air contemporain. Et voilà, est-ce que c'est une autre maison qui vient s'accoler à celle-ci? Auquel cas c'est exceptionnel, parce que je vous disais à ces époques-là, il n'y a pas de mitoyenneté, c'est toujours, on est en structuration lâche pour ces périodes. Soit c'est une pièce supplémentaire. Et là aussi ça pose énormément de questions, parce que les maisons de type complexe, c'est-à-dire avec plusieurs pièces à vivre, etc. On n'en connaît pas. On en connaît à Latte dans un cadre très spécifique au IVe siècle avant notre ère, mais c'est des maisons probablement grecques, on va dire, en tout cas d'influence grecque. Là, on ne connaît pas. Donc ça pose question. Là aussi, on est sur un aménagement plutôt, on va dire, assez classique domestique, quoique il y a des particularités aussi. Donc il y a ce seuil aménagé hein, qui sort du commun, je vous disais. Et puis au fond, vous voyez une banquette en terre massive, donc qui vient se plaquer contre le mur. Hein, c'est ce machin rectangulaire là que vous voyez bien, avec toujours ces cols d'amphore qu'on n'a toujours pas enlevé, qui sont là depuis un petit moment, mais parce qu'on n'est pas à la base de la banquette, donc pour l'instant on n'y touche pas. Et devant cette banquette, au niveau d'Adèle, vous avez une petite série de trous de poteaux, de piquets là, tac, 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 un alignement qui est parallèle à la banquette, qui a priori n'est pas un cloisonnement en fait de la pièce. Hein. C'est trop resserré, hein. Les trous sont trop resserrés, ça empêche le passage. Nous, la restitution qu'on en fait, c'est peut-être un support de plancher légèrement surélevé qui devait fonctionner avec la banquette, pourquoi pas pour le couchage, pour le stockage, etc. Donc voilà, pour nous c'est relativement intéressant pour comprendre la fonction de cette pièce qui connaît plusieurs états successifs, avec plusieurs sols qui sont construits les uns sur les autres. Mais malheureusement, ces espaces-là, ils sont, sauf celui sur lequel on arrive là, ils sont nettoyés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vestiges. Il n'y a plus de vestiges mobiliers, il n'y a plus de céramique, il n'y a plus rien, complètement nettoyé. Donc pour nous, c'est un handicap pour comprendre ce qui se passait, quelle activité il pouvait y avoir. Voilà, on repère des fosses, mais malheureusement, dans le comblement desquelles il n'y a pas grand-chose pour nous éclairer sur leur fonction. Mais voilà, ce qui ressort tout de même, c'est que on a quand même deux espaces distincts. Celui-ci qui pouvait servir en partie au stockage ou en tout cas au couchage, et peut-être qu'il pouvait être un espace un peu plus de, comment dire, soit de réception, soit un espace un peu plus intimiste, on va dire, et qui diffère de ces espaces-là, dans lesquels on est plus dans la cuisine, dans les activités quotidiennes, journalières, etc., de cuisson, de pain, d'aliments. Voilà, c'est des choses qu'on connaît aussi sur d'autres maisons à peu près contemporaines sur le site. Voilà. Donc pour finir, on est sur une habitation qui présente plein de points singuliers, mais qui dans son aménagement se raccorde à la sphère domestique. Voilà. Alors qui est-ce qui habitait là? Est-ce que c'était le chef de la Monédière? En tout cas, sans doute un personnage qui avait un statut sans doute important. Voilà. Là, vous avez une petite illustration de comment peuvent s'agencer les vestiges sur ce site. Où sur nos 200 ans d'occupation, en fait, on a une stratigraphie qui est très peu dilatée. Ça veut dire qu'on n'a pas de ces différentes phases d'occupation dont je vous parlais. Bon, c'est les aléas du chantier. Je vais parler un peu plus fort, du coup. On n'a pas, entre ces différentes phases d'occupation dont je vous parlais tout à l'heure, on n'a pas de grosses phases de remblaiement qui nous permettraient stratigraphiquement de bien les discerner. Ils occupent, ils abandonnent leur maison et ils se réinstallent immédiatement par-dessus. Donc c'est vraiment une superposition très très fine. Et donc en fait ces 200 ans d'occupation, on les a sur 40-50 cm d'épaisseur, pas plus. Voilà. En sachant que le haut a été écrété par les charrues lors des labours modernes. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de choses et nous encore, on essaie d'appréhender ce qui se passe précisément. Donc voilà, c'est pas pertinent que j'aille là-dessus. Simplement pour vous dire aussi que là, vous avez plusieurs phases qui sont représentées avec différents bâtiments qui commencent à sortir. Au niveau des collègues, là, vous voyez des pierres qui s'alignent
correspondent à un mur. On en perçoit un autre là-bas. Ces lambeaux plus orangés que vous avez, c'est des restes de sol d'occupation. Donc vous voyez, on résonne aussi sur des petits lambeaux comme ça, mais on arrive à les mettre en musique hein, quand même avec les architectures. Ça prend un peu de temps évidemment. Et surtout, tout ce que vous avez au centre, ici dans la partie centrale, est cerné par cet énorme bâtiment sur lequel j'ai les pieds, qui est matérialisé par ce mur, le retour là-bas, ici, et là-bas on l'a démonté, mais vous voyez le négatif, hein, la tranchée. Et ça en fait, on n'est pas sur l'élévation du mur, on est sur des fondations. Ça veut dire que c'était enterré, c'était pas visible. Et ça sort du... c'est pas habituel pour ce qu'on connaît sur le site de la Monnaie d'Hyères. Pour ces périodes-là, quand ils construisent les maisons, celle qu'on a vue tout à l'heure là-bas, elle est construite directement, les murs sont montés directement sur la voie en fait. Il n'y a pas de tranchée de fondation, ça se fait pas trop en fait. Là par contre, on est vraiment sur une fondation qui est massive et qui est venue en fait complètement casser les niveaux d'occupation précédents. Et les niveaux qui fonctionnent avec ce bâtiment-là, on les a pas, ils sont au-dessus. Voilà. Et lui, il est très intéressant parce qu'il est, déjà, il est d'une dimension énorme. On n'a pas de parallèle connu pour cet espace-là. Il est séparé en deux espaces avec un mur que vous voyez qui est longitudinal. Donc il reste quelques pierres, mais là au centre, vous voyez, je pense aussi le négatif. Voilà. Alors voilà, mais on ne sait pas le dater parce qu'on ne sait pas dans quoi il a été creusé. Donc soit il est contemporain d'occupation de l'agglomération et daterait du courant du 5e siècle, ce qui pose vraiment question sur sa fonction, hein, parce qu'un bâtiment pareil, on n'est pas sur de l'habitat classique en termes de dimension et même en termes de mise en œuvre. Soit ça se rapporte à la réoccupation qui a eu lieu à la fin de l'âge du fer, cette période dont je vous parlais, gallo-romaine, on va dire, ou tardo-hellénistique, ça dépend de quel point de vue on se place, avec cet établissement vinicole qu'on perçoit qui est plutôt là-bas, mais il y a une petite nécropole associée qui se trouve à ce niveau-là, il y a un axe viaire qui est aménagé qui se trouve ici, et là on pourrait être sur un grenier, un granarium en fait de cette époque-là, et là aussi c'est assez exceptionnel de retrouver pour ce type de vestiges. Et puis à l'intérieur, tout ce que vous voyez, en fait, c'est complètement déconnecté de ce qui est... c'est pas l'intérieur de ce bâtiment, c'est un accident, c'est accidentel. Les vestiges s'organisent de part et d'autre. Et donc à l'intérieur, on a vraiment ce qui est bien daté de notre période, hein, du premier âge du fer, avec toute une série, là je vous disais, on est vraiment dans les quartiers d'habitation, avec ces maisons qui se succèdent les unes les autres. Ça, vous verrez l'évolution au fil des ans, hein, parce qu'on n'a pas fini dans ce secteur. Et là, par exemple, voilà, vous avez un exemple d'un autre foyer, dont je vous ai montré plusieurs exemples, qui est circulaire. Et là, la sole, ce qu'on appelle la sole, S-O-L-E, la plaque foyer a bien conservé, donc ça ressemble à ça. Donc c'est là-dessus que la cuisson se faisait. Cet aménagement que vous voyez d'ici, là, au milieu, qui est matérialisé par ces trois murs qui sont parallèles. Là, on n'est pas dans du domestique, on est sur du grenier en fait. C'est un soubassement qui servait à soutenir un plancher légèrement surélevé sur lequel les grains étaient stockés, et ça permettait de créer un vide sanitaire. Ces greniers sont intéressants parce qu'on en connaît beaucoup dans la péninsule ibérique pour les périodes à peu près contemporaines. Et de l'autre côté des Pyrénées, chez nous, on n'en connaît que trois. Il y en a un sur le site de Mont-Laurès à Narbonne, l'oppidum de Mont-Laurès, qui est à peu près contemporain. Voilà. Et les deux autres connus, ils sont ici à Bessan. Donc celui-ci, et puis un qu'on a mis en évidence en 2014 lors des fouilles préventives. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que nos greniers ici à Bessan, notamment celui-ci, on est plutôt deuxième moitié du 6e siècle, et c'est le plus ancien qu'on connaît en Méditerranée nord-occidentale. Il est plus ancien que ceux qu'on connaît dans la péninsule ibérique. Alors, à chaque fois, on est sur des incertitudes chronologiques pour plein de choses, notamment en Espagne. Mais on a souvent tendance à parler de grenier ibérique pour ces aménagements. Bon, moi j'ai envie d'appeler ça des greniers bessanais maintenant, voilà, en toute modestie. Donc on ira titiller un peu nos collègues catalans là, sur cette question-là. Ils ont tendance à s'attribuer beaucoup de choses. Mais voilà, au-delà de la plaisanterie, ça vous montre qu'on est aussi dans une ambiance, ce qu'on appelle ibéro-languedocienne. En fait, à Bessan, on a toutes ces influences grecques qui se perçoivent dans l'architecture, l'emploi de la brique crue, dans différents vestiges qu'on a retrouvés, toute cette vaisselle, ces amphores, etc. Mais à côté de ça, on a vraiment des populations celtiques qui vivent, c'est le substrat local, qui vivent ici et qui sont tournés pour une partie, en tout cas selon les périodes, vers ce monde ibérique, entre guillemets. Voilà. On est plus tourné vers ça.
on le perçoit par rapport à ces greniers, il y a une aire culturelle assez homogène qui se perçoit bien. Ça prend la forme des greniers, ça prend aussi la forme de certains rites, voilà, de pratiques rituelles pour lesquelles on a des manifestations qu'on a retrouvées sur le site. Alors, on les a fouillées, avec par exemple des fosses à offrandes où on a retrouvé des chèvres qui ont été sacrifiées. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans la péninsule ibérique aussi, voilà, pour ces périodes-là, qu'on ne retrouve pas en Provence et qu'on retrouve moins dans la Gaule septentrionale. Donc ça, on est dans cette ère culturelle, là. Voilà. Et juste pour finir sur ces questions un peu d'habitat mixte, un petit peu, sur lesquelles il y a eu beaucoup d'échanges, d'influences. C'était une agglomération qui était ouverte à toutes ces influences, mais certainement à la venue de personnes extérieures au substrat local, qui ont pu s'installer sur place. Je vous parlais de ces maisons ovalaires tout à l'heure qui posent question. L'abandon du site, il intervient vers 420. Ça, on le perçoit assez bien avec notre mobilier céramique. On ne sait pas trop dans quelles circonstances. On ne sait pas si c'est brutal, s'il y a un incendie, parce que les vestiges sont mal conservés. Ce qu'on sait, c'est que la muraille est démantelée à ce moment-là. La muraille qui fonctionnait avec ce gros fossé en adobe, elle n'est pas tombée toute seule dans le fossé, elle a été poussée. On perçoit stratigraphiquement que c'est un événement soudain, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait dans le temps. Et il y a, comme vous le savez, il y a aussi à ce moment-là, on a repéré une énorme fosse à offrande près de la muraille, donc qui fait 17 mètres de diamètre et 6 mètres de profondeur. Donc on est sur quelque chose d'exceptionnel pour lequel on n'a pas de parallèle en Gaule, à la période proto-historique, qui a été le réceptacle. C'est pas un puits, c'est pas une citerne, c'est pas une fosse d'extraction pour récupérer des matériaux, c'était vraiment le réceptacle de pratiques rituelles dans lesquelles il y a des restes de ces rites qui ont été rejetés. Et en l'occurrence, la dernière séquence stratigraphique correspond à des rejets de restes de banquets massifs, donc communautaires, qui ont sans doute impliqué toute la communauté villageoise, urbaine plutôt on va dire, dans toute sa diversité. Parce qu'on retrouve énormément d'amphores de Marseille, et on retrouve beaucoup de vaisselle aussi de céramique attique, de vaisselle attique. C'est ça là, vous avez sous les yeux. Avec des formes qui sont inédites, ou en tout cas qu'on ne connaît pas en Gaule, qu'on connaît en Grèce, qui sont documentées, mais qu'on connaît très mal ici. On a cette coupe à vernis noir qui n'est pas attique, mais qui est étrusque, avec une inscription étrusque, APA, que vous avez ici. Pareil, c'est un unicum ici, pour nous, en Gaule méridionale, et qu'on retrouve en Étrurie dans des contextes cultuels. Et en général, cette inscription, c'est une dédicace aux divinités. Et là, on l'a retrouvée dans cette fosse. Donc voilà, ça interroge aussi sur la destination. Enfin, ça vient conforter l'interprétation qu'on en fait. Donc on est vraiment sur du banquet, la consommation du vin, la préparation d'aliments. Et à côté de ça, plein d'ossements d'animaux. Et ces ossements d'animaux aussi sont assez surprenants parce que ce qui consommait majoritairement sur le site, c'était de la chèvre et du mouton. Et là, on a quasiment que du bœuf. Donc il y a eu un gros holocauste de bœuf à ce moment-là, une grosse consommation de bœuf. Donc le gros banquet, Astérix Obélix, qui marque la fin d'occupation du site. Un gros gueuleton, voilà, ils ripaillent et puis ils abandonnent le site derrière. Ils s'assurent que la muraille est démantelée. Un repas qui concerne visiblement pas que des Celtes, que des Gaulois, peut-être des Grecs, peut-être des Étrusques, en tout cas c'est ce qu'on perçoit bien à ce niveau-là, et l'abandon du site qui est quasi définitif avant son réoccupation. Et ça coïncide avec ce qu'on suppose être la fondation de la colonie massaliette d'Agde, qui intervient plutôt à la fin du 5e siècle, début 4e, et c'est à ce moment-là en fait que ça intervient. Donc à ce moment-là, on a aussi la création du site de Saint-Ibéry, l'oppidum de Saint-Ibéry, qui est un oppidum gaulois, enfin celte on va dire, qui est juste en amont de Bessan, qui n'existait pas auparavant. Et donc l'impression qui se dégage, c'est que ce site d'interface qui mêlait un peu toutes les populations, il marque la fin d'une ère avec une distanciation, en tout cas c'est ce qu'on perçoit et ce qu'on interprète, une distanciation entre le monde grec, qui va se replier plutôt vers Agde et se recantonner à Agde, qui va reprendre une importance plus importante, enfin une importance majeure, et les Gaulois qui se retirent plus à l'intérieur des terres, donc une distance qui se fait et peut-être des points de tension plus perceptibles à cette période pour des raisons qu'on ignore. Ça fait un peu écho à un passage de Strabon qui nous parle, alors il est plus tardif, mais il évoque justement
une période pendant laquelle les Grecs rencontraient des difficultés vis-à-vis des populations locales et ils ont créé un certain nombre de points fortifiés sur le littoral, hein, depuis Marseille jusqu'en Languedoc, dont Agde a priori, pour renforcer leur position en fait. Voilà. On n'est pas sur un monde colonialiste, hein. Les Grecs ne sont pas venus envahir, hein. Ils ne sont pas venus coloniser la Gaule. Hein. Déjà, ils n'avaient pas les ressources humaines et ils sont là pour commercer en fait, voilà. Et s'asseoir. Et leur intérêt c'était d'être en bon terme avec les locaux qui étaient beaucoup plus nombreux en fait. Voilà. Et ils n'ont pas une technologie qui est supérieure aux Gaulois. Donc voilà, c'est quelque chose, les circonstances d'abandon, en tout cas ce qu'on perçoit, qui viennent un peu plus asseoir le statut de la Montdidière, qui maintenant on sait qu'il était un site d'importance aussi par sa superficie et tout ce que je vous ai présenté ce matin. Voilà. Et avec les restes du banquet, on peut estimer le nombre de convives? Non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce qu'en plus, nous, on a fouillé un tiers de remplissage de cette fosse, qui est représentatif, qui est un échantillon représentatif. Mais après, on ne sait pas parce que en termes d'individus, de coupe, il faudrait qu'on fasse les comptages, mais on peut avoir qu'une portion de ce qui a été utilisé pour le banquet qui a été rejeté là en fait. Donc ce qu'on sait, c'est que c'est très important parce que il y en a beaucoup et ça occupe une place vraiment très importante dans la fosse, quoi. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment.